Merci. La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Madame le Ministre, je sais votre attachement à la défense du commerce, de l'artisanat, et je dois dire que nous avons beaucoup apprécié les engagements que vous venez de prendre devant nous ce matin, et je sais que vous les tiendrez. C'est vrai que le Parti radical se porte mieux que l'UMP. La Parti radical de gauche, j'entends, parce qu'il y a aussi des différences. La proposition de loi, on vous donnera des exemples. C'était en 72, vous, c'est en 2012, mais c'est vrai que la scission de l'UMP m'apparaît bien plus importante, mais ce n'est pas le propos. La proposition de loi comporte bien deux sujets distincts. D'une part, l'extension de la protection des indications géographiques aux produits non alimentaires. D'autre part, la protection des dénominations des collectivités territoriales. Bien entendu, les deux sujets ne sont pas étrangers l'un à l'autre. On peut cependant se demander si le fait que les auteurs se soient sentis obligés d'introduire les deux dans une même proposition de loi n'apporte pas la preuve que de tels sujets doivent être analysés dans un cadre plus global. Et c'est ce qu'a dit Madame le ministre. Pour la clarté des débats, il semble néanmoins utile de bien séparer les deux sujets, d'autant que les critiques pouvant être formulées à leur encontre sont distinctes. Tout d'abord, sur l'élargissement de la protection des indications géographiques aux produits non alimentaires. Nul doute que l'esprit de l'article 1 est partagé. Cette proposition de loi, on l'a déjà dit, a le mérite de soulever un sérieux problème. Aujourd'hui, les produits non alimentaires ne bénéficient pas d'un cadre juridique approprié et les contentieux liés à l'utilisation des noms géographiques de produits non alimentaires se développent. Les cas des couteaux Laguiole ou de la porcelaine de Limoges sont bien évidemment ceux qui ont reçu le plus d'écho. D'autres cas existent cependant et pourraient voir le jour. Par ailleurs, au moment où l'on cherche à rééquilibrer notre balance commerciale, il est bien évident que la puissance publique doit soutenir ces entreprises exportatrices à défendre le nom de leurs produits. Il en va des retombées économiques sur le territoire comme du prestige, cher à notre ministre Arnaud Montebourg, du Made in France. Cependant, la clarté du constat dressé par le rapporteur ne saurait masquer les nombreuses lacunes de cette proposition de loi. Et oui, la vérité est toujours bonne parfois à entendre. La définition de l'origine géographique se limite aux seules collectivités territoriales. Mais écoutez, vous dites non, vous ne savez même pas ce que je vais dire. Alors écoutez, puis après vous direz non. La définition de l'origine géographique se limite aux seules collectivités territoriales et donc à des périmètres géographiques administratifs. Or, on sait que la production de certains produits qui seraient concernés par ces indications géographiques protégées est réalisée dans différentes communes, voire différents départements. Il semblerait que le texte proposé apporte aussi de la confusion quant aux dispositions relatives aux appellations d'origine d'une part et aux indications géographiques d'autre part. Le texte introduit un cahier des charges sans que ne soit défini l'organisme ni les acteurs chargés de sa constitution. L'implication des professionnels dans la définition d'un tel cahier des charges semble par ailleurs insuffisante. Et puis, il n'est pas non plus défini quel organisme sera en charge de la gestion des indications géographiques non alimentaires ainsi que du contrôle du respect des cahiers des charges. Or, on le sait, l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui gère actuellement les indications géographiques alimentaires, ne serait pas compétent en la matière. Enfin, le financement n'est pas prévu, ce qui pose évidemment un problème majeur. Sur la protection des dénominations des collectivités territoriales, la protection de ces dénominations des collectivités territoriales est tout à fait louable. D'ailleurs, les collectivités peuvent obtenir gain de cause lorsqu'elles agissent en justice contre une usurpation ou une utilisation abusive de leur dénomination. La proposition de loi vise à aller plus loin en permettant aux collectivités territoriales d'être informées en cas d'utilisation de leur nom. Il me semble, si j'ai bien lu le texte, que c'est l'article 2.
Ceci afin qu'elles puissent s'y opposer en cas d'atteinte à leur nom ou à leur image. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais là encore, elle pose de sérieux problèmes quant à son application, ce que la proposition de loi échoue à résoudre. On ne sait pas qui devrait être en charge d'informer les collectivités territoriales. On ignore d'ailleurs dans quel cas précis ces collectivités devraient être informées. Le terme « utilisation des noms de signes distinctifs » est particulièrement vague. Le terme « signe distinctif » est tout aussi flou. Enfin, la proposition de loi cherche à consacrer la disponibilité pleine et entière des collectivités territoriales sur leur dénomination. C'est l'article 3. En d'autres termes, l'article pose le principe général de la protection et du libre usage du nom des collectivités territoriales. Les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale peut s'opposer à l'utilisation de son nom sont certainement trop limitées actuellement, et on partage tous ce constat. Mais le texte tel que proposé ne serait pas applicable, car certainement anticonstitutionnel, si la propriété des marques préexistantes était remise en cause. Or, si elle ne l'était pas, l'impact d'une telle mesure serait trop faible. Et puis, nous ne pouvons pas ne pas soulever la question de l'échelle géographique pour laquelle le texte aurait une portée juridique. En l'état, il ne le serait que sur le territoire français. Or, dans de très nombreux cas, les contentieux ont une nature européenne, voire internationale. Il est évident que pour être pleinement efficaces, ces dispositions devraient être adoptées au niveau européen. En ce sens, il semble préférable d'attendre les conclusions de la Commission européenne. Depuis 2008, cette dernière réfléchit à élargir la protection des indications géographiques. Comme l'indique le rapporteur, la Commission a lancé en 2011 une étude de faisabilité pour les produits non agricoles et non alimentaires. Cette étude devrait rendre compte des cadres juridiques en vigueur dans les États membres et préciser les besoins existants. Elle devrait paraître, paraît-il, avant la fin de l'année 2012 ou dans les premiers mois de l'année 2013, et les conclusions de la Commission européenne devraient suivre. Il est donc certainement souhaitable que si de telles dispositions étaient adoptées en France, elles puissent, sinon s'adosser aux recommandations de la Commission, tout du moins en tenir compte. Pour conclure, le fait que des parlementaires de gauche aient, lors de la précédente législature, soutenu des dispositions ayant pour but de répondre à ces enjeux, prouve que le constat est partagé. Cependant, on ne peut soulever de vraies questions, mais y apporter des réponses inadéquates ou incomplètes. C'est le cas, chers collègues, de cette proposition de loi déposée par le groupe UMP, devenu RUMP ou UMP bis, on ne sait plus. C'est pour vous taquiner et pour vous réveiller. Madame le ministre, vous venez de nous indiquer le dépôt du projet de loi relatif à la consommation dans le premier trimestre 2012. Il serait donc souhaitable que le projet de loi comporte des dispositions allant dans le sens de cette proposition de loi. Vous vous y êtes engagé. Au vu des lacunes de cette dernière et de l'impact limité qu'une telle loi aurait si elle était mal conçue, il semble préférable de laisser le temps au gouvernement de nous faire une proposition qui sera rediscutée dans cette assemblée. C'est en tout cas le souhait du groupe PRG apparenté, radical, républicain, démocrate, et qui, bien sûr, ne votera pas ce texte de loi. Merci.